Europe 1, 8h34, la revue de presse. La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a les échecs passés, les incertitudes présentes et quelques prévisions. Libération, délinquance, Valls a-t-il échoué? Où l'on s'interroge sur ces zones de sécurité prioritaires au bilan en demi-teinte. Le Monde, HSBC abritait aussi des parrains d'Al-Qaïda. Où l'Occident est obligé d'admettre que la complaisance envers les paradis fiscaux permet à son allié l'Arabie Saoudite de financer ses ennemis, les groupes islamistes. Et puis il y aurait comme une ambiance au pied du mur aujourd'hui. Le Figaro, guerre ou paix, le sort de l'Ukraine se joue à Minsk. L'Opinion, Grexit, le scénario catastrophe. Et pour la suite, les Échos, pétrole, pourquoi les prix vont rester bas? On se souvient que François Mitterrand disait croire aux forces de l'esprit. Oui, mais voilà, l'esprit du 11 janvier est-il encore là? Oui, pour qui le cherche, ce fameux esprit du 11 janvier, qui a l'avantage d'ailleurs, comme tous les fantômes, de ressembler aux fantasmes de chacun. Il y a l'option politicienne. Le Figaro constate la rechute de François Hollande dans les courbes de popularité. Et puis, il y a l'option parole des jeunes de banlieue à Drancy, dans Libération, avec des jeunes dont on perçoit la susceptibilité à fleur de peau, qui disent leur certitude de n'être pas écoutés, pas entendus. Mais il y a tout de même quelques bribes de ce moment de grâce où des anonymes embrassaient des policiers dans les rues de Paris. L'Express publie un sondage qui raconte l'attachement des Français à leur police. Est-ce que cela compensera les agressions en augmentation, l'hostilité des banlieues où l'on assume de plus en plus la haine anti-flic au nom du sentiment d'injustice? Alors, il faut lire à côté du sondage les témoignages de policiers qui racontent leur vie. Celui qui a participé à l'assaut contre les frères Koulibaly et qui trouve quelques jours plus tard dans une poche de son fils un mot écrit « Je ne suis jamais sûr que papa rentrera le soir ». Saïda, policière à Marseille, qui doit affronter les interpellations dans les quartiers quand tous les habitants s'en mêlent et qu'on risque l'émeute. Thomas, brigadier d'une BAC de nuit dans l'Essonne, qui déclare « Le drame, c'est que la justice ne suit pas. Les mecs, ils le savent et ils te narguent. Vas-y, mets-moi en garde à vue. Demain, je suis dehors. Ils n'ont plus peur des juges ni de nous ». Quand il a reçu un pavé qui a failli lui faire perdre un œil, il a eu du mal à expliquer à sa fille de 7 ans pourquoi on lui jetait des pierres, à lui, le policier. Alors l'esprit du 11 janvier, ça leur a mis du baume au cœur, mais ça n'a pas réglé grand-chose. Vous nous emmenez au tribunal correctionnel de Lille, l'affaire DSK. Mais oui, les récits sont sordides dans Le Parisien, dans Libération, et font apparaître comme une forme d'ironie malsaine dans les propos de l'ancien messie de la vie politique française quand il explique qu'il n'aime que le ludique, pas les relations glauques. À lire les descriptions, on n'avait pas perçu le côté 51 degrés des soirées du Carlton. Oui, parce qu'évidemment, le télescopage du calendrier de promotion n'a pas échappé aux commentateurs. Et Dodo la Saumure sort vainqueur par KO. Le film s'amuse, Jean-Michel Servant dans le Midi Libre, et d'une banalité affligeante, plus cucul à praline que ça, tu meurs. À côté des beuveries de DSK, les ébats coquins d'Anastasia et de son amant Christian Grey, c'est du pipi de chat. Mais le récit le plus intéressant de la journée de procès d'hier, on le trouve sous la plume de Stéphane Durand-Soufflant dans Le Figaro. Parce que le chroniqueur judiciaire décrypte les rapports complexes entre sexe et pouvoir dans ces soirées où, dit-il, il n'est pas absurde d'imaginer ces hommes en costume sombre, flattés d'assister et de participer aux accouplements d'un peut-être futur chef d'État, dont la présence et l'aura érotisent de manière inespérée leur triste séance d'échangisme. Il est le puissant dans tous les sens du terme. On change d'univers et encore on se demande si on change d'univers parce que vous nous emmenez dans les salles de garde. Oui, on quitte à peine l'affaire DSK et on trouve dans les pages Sciences et Médecine du Monde une double page sur les scandales, vous savez, des fresques dans les salles de garde, jugées sexistes et dégradantes. La confrontation justement des deux sujets est passionnante parce que les médecins et internes interrogés ne nient pas que les hôpitaux soient un milieu sexiste, même si les filles y trouvent leur place. Et puis parce qu'on entend la voix scandalisée de certains, comme par exemple Martin Winkler, médecin généraliste, et donc plus éloigné de cette vie hospitalière. Mais dans l'article, on voit surgir une culture spécifique, celle de ces milieux fermés où on côtoie la mort, la fragilité humaine, où l'on compense par une paillardise héritée de Rabelais et même des folies médiévales. Les hiérarchies y sont moquées, les grands patrons tournés en dérision dans un moment de carnaval, où l'ordre social est bouleversé et les puissants renversés. Alors dans ce débat, on se dit qu'il ne faudrait pas faire disparaître le bébé paillard des salles de garde avec l'eau crapoteuse du bain de DSK. Le bébé a 3 parents, c'est la suite de votre vie de presse. Et oui, Libération publie une tribune du médecin biologiste Jacques Testard qui revient sur l'autorisation accordée par le Parlement anglais à la technique de transplantation de l'ADN nucléaire d'un ovule dans un autre ovule contenant son propre ADN mitochondrial. En clair, le bébé aura l'ADN de 2 femmes et d'un homme. D'où 3 parents. Mais exactement. Et le père du premier bébé éprouvette, Jacques Testard, s'inquiète de ce qui pourrait ouvrir la porte, dit-il, au clonage d'embryons. Il s'interroge sur les limites que l'on doit fixer aux techniques de procréation pour éviter que l'humain ne devienne le simple produit d'une combinaison biologique, parce que c'est demain tout ça.
Et pour finir, tiens, on ouvre Télérama. Mais oui, Télérama nous raconte l'histoire incroyable d'un homme devenu le cauchemar des libraires américains spécialisés en livres rares. Parce que John Gilkey n'a jamais lu un livre, à part Lolita qu'il a trouvé répugnant. Mais il en a volé pour environ $100 000 par des escroqueries à la carte bleue. Des éditions originales de Mark Twain, de Joseph Conrad. Et en fait, c'est grâce à un piège tendu par un libraire opiniâtre qu'il a été arrêté. Il a expliqué qu'il aimait les beaux livres parce qu'ils lui donnent, dit-il, le sentiment d'exister, de pouvoir lire sur le visage des autres le respect que sa grande culture ne tardera pas à inspirer. Culture fictive donc, mais peu importe, dans un monde où on respecte les puissants, ceux qui possèdent l'argent, les femmes, l'admiration des journalistes politiques, y a-t-il encore une utilité quelconque à lire des livres ? Oui. J'espère. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.